Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau hors-série de 28 minutes et bonsoir mes chers camarades. Bonsoir Elisabeth. Comme tous les soirs de cette semaine, un grand entretien donc au programme avec un témoin clé de l'année 2025 et c'est une figure familière des Français que nous allons recevoir. Il s'appelle François Molins, c'est l'ancien procureur général près la Cour de cassation et l'ancien procureur de Paris de 2011 à 2018, c'est-à-dire au moment précis des attentats djihadistes de 2015, ceux contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan et les terrasses de café parisiennes. C'était il y a 10 ans. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur. Il y a l'effroi. Mais il y a, face à l'effroi, une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. En 2015, François Molins, procureur de Paris, donc, s'est imposé comme une figure rassurante, informant, expliquant inlassablement comment justice et état de droit sont arrimés. On en parlera avec lui, ainsi qu'avec le grand reporter Mathieu Delahousse, qui a couvert V13, le procès des attentats du 13 novembre. En 2025, la justice est de plus en plus contestée, malmenée en France. Cette année, les magistrats ont été accusés d'être partiaux, politiques, avec les condamnations de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. François Molins et Mathieu Delahousse nous livreront leur analyse. Et puis ce sera l'heure de l'absurdiste et délicieux Benoît Forjard et de nos chroniqueurs adorés, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Elisabeth, un bilan de l'année. Évoqué, oui, le cas du protoxyde d'azote. Vous savez que de plus en plus d'autorités municipales, préfectorales décident de ne pas rester inertes face aux usages détournés du protoxyde d'azote. Ça fait des ravages, le gaz hilarant. Eh bien, évidemment, une histoire qui met les gaz. S'il vous plaît. Et vous, Marie? Une chronique élégance, une fois n'est pas coutume. Je vais vous montrer le pull qui, cette année, a remplacé le costard-cravate dans le cœur des jeunes entrepreneurs. C'est quoi? vous savez Suspense. À tout à l'heure. Et pour commencer, place à François Molins. Bonsoir François Molins. Bonsoir. Quel honneur de vous avoir ici, à la table de 28 minutes. Je vous présente Fanny Veil et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On est très heureux que vous nous accordiez votre temps. Vous êtes un homme débordé, quoique retraité depuis 2023. Comment est-ce possible? C'est un choix. En fait, j'ai beaucoup d'activités et je me suis demandé, le jour où j'ai cessé mes fonctions, comment je pourrais continuer à me rendre utile. Oui. Donc, j'ai pris le parti de faire des choses différentes. Oui. J'ai migré vers l'enseignement, donc la transmission et le partage. Et l'associatif, entre autres. Mais Associatif. on en parlera tout à Et puis l'heure. un peu de bénévolat. Et puis un peu de sport, mais on va en parler tout à l'heure. François Molins, après votre profil idéal réalisé par Olivier Boucreux. François Molins, vous incarnez la justice debout face à la peur. Pour rappeler qu'au-delà des tempêtes, être magistrat, c'est d'abord une affaire d'équilibre. Vous avez le profil idéal. Donc c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis souvent faite. Est-ce que je ne suis pas un peu chat noir ? Originaire du pays catalan, vous grandissez dans une famille de médecins militaires pour qui servir l'État est une évidence. Après des études de droit, vous entrez à l'École nationale de la magistrature, puis découvrez à Carcassonne et à Bobigny le terrain et la complexité du réel. C'est calamiteux ce qui s'est passé depuis 3 jours. Comme l'affaire Zied Benna, Bouna Traoré, mort électrocuté en 2005 après une course-poursuite avec la police. Quelques années plus tard, vous ouvrez l'enquête contre Jérôme Cahuzac, ministre du Budget soupçonné de fraude fiscale. L'affaire secoue le pouvoir et révèle votre intransigeance. La loi est la même pour tous. Procureur de Paris entre 2011 et 2018, vous traversez des années sombres. Les attaques de Mohamed Merah à Toulouse, Charlie Hebdo, le Bataclan. Très vraisemblablement, ce sont 3 équipes de terroristes coordonnées qui sont à l'origine de cette barbarie. À chaque fois la même posture, costume sombre, voix posée, mots précis. 55 conférences de presse inscrivent votre visage dans la mémoire collective. Il faut aussi faire attention au visage qu'on donne. Il faut donner un visage de rigueur, de professionnalisme. Donc on ne peut pas trop se laisser aller à certaines émotions. Mais pourtant, je vous assure, l'émotion, elle est là. Après Paris, vous rejoignez la Cour de cassation comme procureur général au sommet de la hiérarchie judiciaire. Là encore, vous veillez à la clarté du droit et à l'indépendance des magistrats. Retraité depuis 2023, vous enseignez toujours le droit du terrorisme, partez en maraude avec la Croix-Rouge et intervenez dans les écoles. Vous écrivez aussi, Au nom du peuple français revient sur vos années de parquet. Pratique judiciaire du contre-terrorisme interroge jusqu'où protéger sans renier l'état de droit. Pour prendre l'air, vous grimpez. Une cordée, c'est un peu l'idéal communiste, pensez-vous. Chacun est responsable de l'autre, tout le monde est à égalité. Découvert à 40 ans, l'alpinisme vous apprend l'humilité.
Mais 10 ans après les attentats du 13 novembre, votre parole demeure. Je n'ai pas l'impression que le temps qui passe apaise. Les victimes le diraient beaucoup mieux que moi. Voilà, une vie extraordinaire résumée en 2 minutes. Bravo Olivier Boucreux. Où est votre piolet? Puisque vous grimpez depuis 2001, vous avez découvert l'alpinisme, mais ça a été une révélation, quelque chose d'apaisant, parce que vous êtes fébrile intérieurement, François Molins. Oui, je suis du genre anxieux et stressé, donc quelque part, la montagne m'a appris à gérer effectivement mon stress et mes angoisses. Et je pense m'a certainement aidé à surmonter certaines épreuves que j'ai eu à rencontrer plus tard. Je ne suis pas à 40 ans comme je l'étais à 25. Voilà. Et quand vous n'êtes pas en montagne, vous êtes sur un mur d'escalade, toutes les semaines. Oui, de temps en temps, oui. Y compris en 2015, au moment où Paris a été frappé par les attentats, vous continuiez parce que c'était vital pour votre équilibre. Parce que c'est une activité sportive qui est intéressante dans la mesure où, quand vous grimpez, vous ne pensez pas à autre chose. Donc c'est une activité véritablement qui vous vide le cerveau et qui donc fait beaucoup de bien, surtout dans des périodes aussi troublées. Alors c'était une vocation, la magistrature, c'est venu vite ou pas? Non, du tout. Moi, j'ai fait des études littéraires parce que je n'étais pas matheux, donc j'ai un bac littéraire, et avec un bac littéraire, on ne peut pas aller n'importe où. Donc, comme je ne voulais pas aller en lettres, je ne voulais pas faire philo, je ne voulais pas faire sociaux, je ne voulais pas faire de langue, je suis allé en droit. Par hasard? Par défaut. Ou je dirais plus par défaut que par hasard, ne sachant pas si ça me plairait. Et en réalité, je me suis rendu compte que le droit, j'adorais ça. Donc, je me suis très vite passionné par ces matières, et en deuxième année, je pense, c'est là que j'ai compris que je voulais être magistrat, parce qu'il y avait cette dimension de service public. Et puis, il y avait aussi, dans la magistrature, cette image d'exigence, de vérité, de loyauté qui m'attirait, une sorte de modèle. Donc, effectivement, j'ai concrétisé ça en passant le concours de la magistrature à l'issue de ma 4e année, et je l'ai eu, voilà. Il faut combattre ces a priori, dites-vous aussi, pour être un bon magistrat. C'est-à-dire, lesquels avez-vous combattu comme a priori? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune substitut à Carcassonne, je m'occupais du service commercial, économique et financier. Et je me suis en fait rendu compte, parce que c'est toujours une démarche qu'on a quand on est magistrat, en quête d'impartialité. Moi, je suis d'une classe sociale aisée. Je me suis rendu compte, en fait, que dans les dossiers dans lesquels je requérais, j'avais une tendance à être peut-être plus indulgent avec les gens de ma classe sociale sur ce type d'infraction qu'avec les autres. Et le jour où j'ai identifié cette posture, cette tendance, je l'ai corrigée immédiatement. Tout seul, vous l'avez fait, où on vous l'a dit? Oui, non, tout seul. Je m'en suis rendu compte, parce que ça fait partie des choses aujourd'hui. On critique beaucoup l'école nationale de magistrature, mais l'école nationale de magistrature, c'est une école professionnelle qui est très bien, à laquelle tous les magistrats sont très attachés, parce qu'elle leur a apporté quelque chose. Et notamment, c'était déjà le cas à l'époque où j'y suis passé, il y a dans la formation des futurs magistrats à l'ENM une dimension éthique et déontologique qui est très forte. Et auto-analytique, parce que vous évoquez quelque chose d'auto-analytique. Vous avez fait une psychanalyse, pardon, mais tout d'un coup ça me vient, parce que... Non, bon ben voilà, François Molins n'a pas été en analyse. Vous le regrettez? Non, du tout, je vais bien. La vie est longue. François Molins, on va évoquer ce malentendu, ce malaise entre le politique, les politiques et les magistrats. Et on va démarrer avec le terme juridique de l'année qui va nous amener à cette question. C'est exécution provisoire. Alors qu'est-ce donc? C'est l'application d'une peine après une condamnation sans attendre un éventuel appel et la fin des recours en justice. Le sujet s'est imposé dans l'actualité cette année à la faveur du résultat du procès de 2 personnalités politiques de premier plan. En mars, c'était l'inéligibilité pour Marine Le Pen, et tout récemment, en octobre dernier, la prison pour Nicolas Sarkozy, avec donc exécution provisoire. François Molins, c'est une modalité de justice qui vous interpelle, qui vous agace, ou que vous trouvez normale, l'exécution provisoire? Si vous me permettez l'expression, je trouve que on réinvente un peu l'eau chaude, parce que l'exécution provisoire, on a l'air de découvrir ça à l'occasion de l'affaire Sarkozy, alors que l'exécution provisoire, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et l'exécution provisoire, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'efficacité de la justice. En toutes circonstances, c'est la question qui s'est posée. Qu'est-ce qu'on dirait d'une justice, d'une juridiction qui prononce une peine sévère à l'encontre de quelqu'un qui a commis des choses extrêmement graves et qui ne se donne pas les moyens d'exécuter sa décision?
Alors là, si vous voulez, ça pose problème parce que effectivement, ça concerne quelqu'un qui a exercé la responsabilité suprême dans notre pays, la plus haute, président de la République. Ça pose problème parce qu'on n'est pas dans un schéma auquel on est habitué. C'est pas un meurtre, c'est pas un assassinat, c'est de la délinquance en col blanc. Voilà. Et ça pose problème parce qu'effectivement, ça concerne un public qui n'est pas le public qui correspond à l'image qu'on se fait du criminel ordinaire. C'est pour ça que ça pose problème. Mais l'exécution provisoire, encore une fois, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Moi, je trouve assez logique. Je vais vous prendre... Je n'ai jamais vu, en 45 ans d'exercice professionnel, un tribunal ou une cour d'assises prononcer une peine de 5 ans de prison sans l'assortir de l'exécution provisoire avec un mandat de dépôt. Je n'ai jamais vu ça en 45 ans. C'est vraiment dans la culture de fonctionnement de la justice. Vous dites avoir été effaré par la martyrologie autour des 3 semaines de prison faites par Nicolas Sarkozy. Toute cette martyrologie autour de ça, ça vous a rendu... Je pense que c'est une démarche qu'on retrouve pour tous les hommes politiques, qui n'est pas propre à M. Sarkozy. C'est une démarche de victimisation, où non content, mais c'est son droit le plus absolu de contester les faits qui lui sont reprochés. C'est une chose de se dire innocent, c'est autre chose de se prétendre victime d'un système. Là, on est dans une démarche de victimisation qui va finalement très loin parce que elle revient à contester la légitimité de l'institution qui va le juger, en évoquant même le fait que la condamnation constituerait une violation de l'état de droit. Ce qui est quand même un monde, dans la mesure où les juges n'ont pas excédé le droit, ils ont appliqué la loi dans les limites qui étaient fixées par celle-ci. On ne voit pas où est vraiment la violation de l'état de droit. Juste une parenthèse, vous lirez son livre, Nicolas Sarkozy, qu'il a écrit à la prison de la santé, le journal d'un prisonnier. Oui. Non, je n'ai pas envie. Vous n'avez pas envie? Non. D'accord. C'est dit. C'est dit, en effet. Pourtant, ça se lit bien, il paraît, comme dirait l'autre. Alors, la question du rapport entre les juges et les politiques s'est présentée à cette occasion-là, à nouveau sur les exécutions provisoires. Il en était question aussi sur ce plateau en avril dernier. On y avait notamment discuté de la responsabilité des magistrats. Écoutez ce qu'en disait Henri Guénaud, qui fut conseiller à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Les juges, en fait, à part rendre compte à leur propre corps et à leur père, n'assument aucune responsabilité devant une quelconque instance extérieure à eux-mêmes. Bon. Ce ne sont pas des élus, par définition. Voilà. Ce sont pas des responsables politiques. Non, mais pas seulement. Il y a un tel genre dans la société qui ne sont pas des élus, ils ont tous des comptes à rendre à d'autres, à des supérieurs ou aux tribunaux. Voilà. Le juge, par nature, ne rend compte à personne. Il me semble que la contrepartie de cette indépendance de la justice, non seulement vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis de l'opinion publique, elle doit avoir comme contrepartie une possibilité de critique, de vraie critique. La critique, elle est nécessaire dans une société de liberté. Vous savez, c'est le mot de Voltaire. Honte à une société où l'on se tait. François Molins, on peut critiquer les juges comme n'importe quel autre métier où à chaque fois, c'est une remise en cause potentielle de l'institution judiciaire elle-même. Moi, je pense que la critique, ça fait partie intégrante de la liberté d'expression et donc de la démocratie. Donc la critique, elle est tout à fait légitime et je trouve qu'on a, on a tout à fait la possibilité de critiquer une institution quelle qu'elle soit, y compris la justice. Et là, elle est devenue systématique. La critique, c'est pas le discrédit. Politique. C'est deux choses différentes. La critique, c'est quelque chose qui nécessairement inconstructif. On a le droit d'émettre des opinions contraires. Je pense qu'on n'a pas le droit de discréditer effectivement l'action de la justice. Je pense qu'on discrédite l'action de la justice quand on essaie de faire croire que les magistrats ne sont soumis à aucun contrôle. Je pense que c'est une... C'est faux. Désolé, c'est une hérésie de dire des choses comme ça. Les juges, d'abord, ils sont formés à l'éthique, à la déontologie, et une part de leur légitimité tient justement au respect qu'ils vont avoir pour les règles éthiques et déontologiques. Un respect à un juge qui se mettrait, ou à un procureur qui se mettrait à côté de l'éthique et de la déontologie, qui commettrait une faute disciplinaire, il va être sanctionné. Il ne va pas être sanctionné par ses pairs, il sera sanctionné après un avis du Conseil supérieur de la magistrature, qui n'est pas composé que de magistrats, contrairement à ce que laisse penser M. Guénaud, pluriel, mais qui est composé par une majorité de non-magistrats, parce que justement, on a voulu que la société civile soit majoritaire dans le Conseil supérieur de la magistrature. Et soit garante de l'indépendance. Et des poursuites disciplinaires, il y en a. Quand je suis parti je présidais le CSM jusqu'en 2023,
l'année où je suis parti, il y avait eu, je ne sais plus, c'est 15 ou 17 poursuites disciplinaires. C'est pas rien pour un corps de 9000 personnes. François Molins, alors il y a une solution, évidemment, vous le savez, c'est la pédagogie. Il est suggéré que les magistrats et les juges fassent plus de pédagogie pour subir moins d'attaques. Vous nous expliquez ça, Fanny. Absolument, et c'est justement pour faire preuve de pédagogie que depuis 2022, les procès peuvent être filmés. L'idée, d'après le ministre de la Justice de l'époque, Éric Dupond-Moretti, c'était, je le cite, de faire rentrer la justice dans le salon des Français pour qu'ils la connaissent mieux et donc lui fassent davantage confiance. 3 ans plus tard, 89 demandes de tournage ont été approuvées sur 172 déposées et 43 documentaires et reportages ont été réalisés. Mais en fait, cette volonté de clarté, elle commence dès l'École nationale de la magistrature que vous citiez. On nous demande de porter davantage notre attention sur la motivation de nos décisions pour qu'elles soient mieux comprises et acceptées, racontent les futurs magistrats. Dans le même esprit, le nouveau président du tribunal judiciaire de Paris, Peyman Gallé-Marsban, veut, je le cite, généraliser dans les affaires les plus importantes des communiqués ou des notes de synthèse ou encore, dit-il, instituer de véritables porte-parole de la juridiction. Vous, François Molins, vous êtes membre d'une association qui s'appelle Parlons Démocratie, qui vise à faire découvrir aux élèves le fonctionnement des institutions. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi aux juges eux-mêmes de faire preuve de plus de pédagogie pour être mieux compris et donc moins attaqués ? Vous avez raison, mais il faut faire la part des choses. Il y a deux problématiques différentes. Il y a la problématique de la décision elle-même, de son contenu, et il y a la problématique de son explication. Alors d'abord, les audiences filmées, c'est très bien. Moi, j'ai toujours considéré que M. Dupond-Moretti avait une très bonne idée de faire ça. Je pense que ça ne peut aller que dans le bon sens. La décision de justice, effectivement, il faut qu'elle soit comprise pour être acceptée. Il faut qu'elle soit comprise et il faut qu'elle soit bien motivée. Il faut qu'elle montre qu'on a pris le temps d'écouter et il faut qu'elle permette effectivement aux justiciables concernés de comprendre pourquoi il a gagné ou pourquoi il a perdu. D'accord. Le problème, c'est que dans la crise de moyens dans laquelle se débat l'institution, les magistrats n'ont malheureusement pas toujours le temps de développer les motivations aussi largement qu'elles le mériteraient. Ça, c'est pour la motivation. Puis après, il y a l'explication de la décision. Quand le jugement est rendu, effectivement, c'est pas au procureur. Contrairement à ce que j'ai lu dans des journaux récemment, c'est pas au procureur à aller faire la pédagogie de la décision. C'est au tribunal lui-même. C'est pas au parquet à aller porter des appréciations sur la décision rendue. S'il n'est pas content de la décision, il fait appel. C'est aux gens du tribunal, pas aux juges eux-mêmes, mais effectivement d'autres juges à venir expliquer sans trahir l'esprit du tribunal qui a rendu la décision, pourquoi et comment la décision a été rendue et pourquoi on répond de telle façon à ces questions. François Molins, Fanny l'évoquait, vous travaillez pour l'association, vous intervenez pour Parlons Démocratie, vous allez dans les lycées et dans les collèges, et vous êtes confronté à des jeunes qui vous questionnent de manière vigoureuse, sincère, libre, et vous êtes frappé, je crois, par l'appétence de certains jeunes pour les États autoritaires, ou ce qui pourrait ressembler à un État autoritaire où il n'y aurait plus de séparation entre la justice et le politique. Ça vous frappe, ça, je crois. Il y a eu un article dans un hebdomadaire il y a quelques semaines, effectivement, qui expliquait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, sous couvert d'une grande exigence de sécurité, seraient prêts à accepter des régimes autoritaires, voire des dictatures, sans voir véritablement le problème que ça poserait. Je trouve ça assez inquiétant. Donc moi, c'est pas ce que je rencontre dans les lycées. Moi, dans les lycées où je vais, je vois surtout des jeunes qui sont extrêmement friands de ces questions de justice, sont très attentifs, sont très curieux d'un monde en réalité qu'ils connaissent peu. Et c'est toujours très intéressant. Alors, on va accueillir un moins jeune, Mathieu Delahousse, un grand reporter au Nouvel Obs qui va nous rejoindre. Voilà, bonsoir Mathieu Delahousse. Vous avez suivi le procès des attentats du 13 novembre, le procès que l'on qualifie de V13. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux, d'ailleurs ? On se connaît. Depuis longtemps ? À distance ou avec un contact raisonnable, puisque effectivement la difficulté, ça veut dire quoi, contact raisonnable ? Les magistrats ne sont pas des interlocuteurs que l'on voit directement en permanence. On les voit en revanche quand ils apparaissent dans la scène publique, qui est soit celle de l'audience, soit celle des conférences de presse. Et puis il y a eu des cadres effectivement plus particuliers dans des affaires récentes où j'ai vu M. Molins comme témoin cette fois-ci, devant une cour d'assises, celle de V13, et devant la Cour de justice de la République qui jugeait Éric Dupond-Moretti. Deux scènes singulières.
Sans commentaire. À propos de conférences de presse, vous avez dit ce mot. Vous avez donné 55 conférences de presse. En matière terroriste. En matière terroriste. J'en ai donné plus que ça. Mais en matière terroriste, à propos des attentats, Ouais. il fallait absolument, de votre point de vue, expliquer inlassablement aux Français ce qui se passait. Oui, parce que, comme je dis toujours, un attentat terroriste, ça crée une situation de chaos. Et cette situation de chaos, pour remettre les choses dans l'ordre, ça nécessite effectivement de nommer les choses, de montrer que les institutions, police, justice, font leur travail, et de construire un récit, un narratif que vont pouvoir s'approprier les journalistes, les politiques, les citoyens, pour, là encore, c'est une sorte de boussole, si vous voulez, hein, sans... La prendre la boussole de grosse tête, je pense une sorte de boussole. Mathieu Delahousse, vous avez suivi, vous, les attentats, on l'a dit, du 13 novembre. Vous diriez que c'était un procès exemplaire, et en quoi, si c'est le cas? J'ai trouvé sur le moment que c'était un procès exemplaire. Il n'y a pas eu d'appel par la suite, mais c'est un procès qui nous a tous marqués, sur lequel on a eu du mal, je pense, à avoir une réflexion immédiate. La réflexion, elle est plus venue il y a quelques mois, quand il y a eu l'anniversaire des 10 ans eux-mêmes des attentats, toutes ces commémorations. Et personnellement, je dois dire, moi j'ai été extrêmement frappé par la sidération intacte de la population française face à tout ça. Et entendant le niveau du débat public tel qu'il est aujourd'hui, extrêmement violent, extrêmement difficile, les questions non résolues sur la présence de l'islamisme dans la société française, je me suis dit que finalement ça avait été effectivement un exploit d'avoir réalisé cette œuvre de justice qui n'était pas évidente, qui n'a pas été parfaite. Il reste des questions, il reste des tas d'éléments qui n'ont pas été réglés, mais on a réussi à faire du terrorisme une matière judiciaire, et ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, et les magistrats s'en sont appropriés, les avocats se sont appropriés de ça, et l'opinion publique a compris, celle qui a voulu comprendre en tout cas a compris. Un procès exemplaire aussi pour vous, François Molins. Oui, parce que c'est un procès qui a réussi la gageure, effectivement, comme le disait Mathieu Delahousse, se terminer sans appel, alors que pourtant il durait 10 mois, que l'issue n'était pas garantie, et surtout, c'est un procès en réalité qui a su concilier des exigences qui sont pas forcément faciles à concilier. Un procès, c'est d'abord le procès des accusés, il faut déterminer s'ils sont coupables ou pas des faits qu'on leur reproche. Et ce procès a su faire, sans nier le premier objet, une vraie place aux victimes, en prenant le temps pendant des semaines et des semaines d'écouter, d'entendre les parties civiles ou non, toutes les victimes qui souhaitaient s'exprimer. Et donc ce procès, je pense qu'il a vraiment largement contribué à amorcer le travail de deuil pour ceux qui ne l'avaient pas commencé, ou à parfaire effectivement ce travail de reconstruction pour ceux qui l'avaient débuté. Alors, puisque vous parlez des victimes, François Molins, il y a une autre forme de justice, un complémentaire de la justice pénale, c'est la justice restaurative qui permet aux victimes et aux condamnés qui reconnaissent les faits, il faut le préciser, de se rencontrer. Alors, faut-il l'appliquer, cette justice restaurative, aux affaires de terrorisme? Nous en avons parlé sur ce plateau, et à cette occasion, Stéphanie Zarev, rescapée elle-même du Bataclan, nous racontait l'échange qu'elle a pu avoir avec le terroriste Salah Abdeslam en marge du procès des attentats du 13 novembre, et c'est ce qu'elle en a retiré. Écoutez. Ça m'a un peu fait sortir de mon statut de victime, en fait. Il n'y avait plus cette emprise. Une identité pétrifiée. Voilà, une emprise et un mépris, voilà, que le bourreau peut avoir de la victime, etc. Là, on échangeait d'être humain à être humain. En dehors de tout débat, en dehors de... Et donc, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire. Et il a accueilli ce que je lui ai dit, il m'a remercié. Il m'a souhaité bon courage pour la suite. Vous n'espériez pas de pardon? Ce n'était pas l'enjeu. Non, c'était pas l'enjeu. C'était vraiment de le remercier juste d'avoir parlé, en fait. Et que moi, ça m'avait fait du bien. Et donc, je suis pas dans cette démarche de pardon ni rien. C'est juste que j'avais besoin de dire ça. Et en fait, j'ai vraiment ressenti un soulagement et un apaisement. Et en gros, pour moi, le procès, c'est fini à ce moment-là. François Molins, oui, on vous sent dubitatif. Ému, mais dubitatif, ce témoignage. Il y a beaucoup de victimes, effectivement, qui ont ressenti ce type de sentiment. Je pense à l'audience, dans le fait, effectivement, de voir Abdeslam et de l'écouter. La justice restaurative, c'est quand même un peu autre chose. Ce n'est pas un simple échange. Ça doit servir à la reconstruction de la victime et à la réinsertion du condamné. Donc moi, pourquoi pas la justice restaurative en matière de terrorisme? Par contre, en ce qui concerne Salah Abdeslam, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu vicieux dans cette démarche
Qui a été faite par son avocate au moment des Oui, commémorations parce que, du 13 novembre 2015. sauf erreur de ma part, il ne reconnaît pas du tout les faits il n'a pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés en sa totalité. Qui commence par reconnaître, hein, et quand il aura fait ce chemin-là, je pense qu'effectivement, pourquoi pas. Mais on est toujours en terre inconnue quand on avance dans les affaires judiciaires, parce que vous parlez de cet anniversaire du 13 novembre 2015. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé qu'un commando d'hommes avec quelques voitures viendrait fusiller des terrasses et une salle de spectacle. Personne n'aurait imaginé au moment du procès qu'on discuterait aujourd'hui même de la justice restaurative. C'est un phénomène extrêmement nouveau, la justice restaurative en France. C'est la loi Taubira, on est en 2014. La dame qui témoigne, effectivement, n'a pas fait de justice restaurative avec Salah Abdeslam, il faut bien le dire. C'était une rencontre informelle Elle y aspire. en marge. Oui, elle souhaiterait le revoir. Elle y aspire, elle souhaiterait que ce soit... Et cette justice restaurative, elle concerne seulement quelques centaines de personnes aujourd'hui en France. Elle est très utile. Plus en Belgique, hein, ça se passe beaucoup plus en Belgique ou au Canada. D'ailleurs, Salah Abdeslam l'a réclamé en Belgique, la première fois. Mais vous avez aujourd'hui des hommes qui passent devant les tribunaux, qu'on voit. Vous avez des hommes qui sont incarcérés, qui n'ont aucune notion du bien et du mal. C'est d'ailleurs assez terrifiant quand on est simplement chroniqueur. Et on voit bien à ce moment-là que la justice restaurative, pour entendre des femmes, des hommes qui expliquent ce qui leur est arrivé est extrêmement utile. Moi, j'ai vu ça avec des jeunes cambrioleurs à Bobigny. Les jeunes cambrioleurs, ils rentraient dans les maisons, ils n'avaient aucune notion avec tout ce qui nous écoutent, qui ont ressenti ce qu'on ressent après un cambriolage, où on voit que son lit a été touché, ses placards ouverts, etc. C'est une intrusion terrible. Le terrorisme est quand même une matière très particulière qui fait que je ne pense pas qu'on puisse évoquer la justice restaurative avec une facilité d'âme et une facilité de pratique aussi évidente. Il y a malgré tout plusieurs exceptions, des victimes françaises qui le réclament. Et moi, j'avais été très frappé par un livre qui a été écrit aux États-Unis par la mère d'un jeune journaliste qui est mort, qui est la mère de James Foley, Diane Écrit Foley. avec Colum McCann. Voilà, absolument. Et qui raconte au tribunal de Virginie, alors que ce fils, James Foley, jeune journaliste, c'est un très beau livre d'ailleurs. Elle rencontre celui sur qui la mère d'un journaliste qui raconte sa construction de sa carrière, et elle le rencontre, et c'est une forme de justice restaurative. On l'avait reçu ici. On ne peut pas juger de quelle est la démarche, en tout cas du côté des parties civiles. François Molins, sur les faits eux-mêmes, les attentats du 13 novembre, vous avez raconté comment vous avez vécu cela. Vous êtes rentré 3 fois, notamment dans le Bataclan. Vous avez tenté de rassurer les Français pendant toutes ces conférences de presse. Et vous, comment vous avez été rassuré vous-même? Qui vous a rassuré? Votre famille, la foi, le sport, c'est quoi? Corde de rappel. Personne. Ma famille m'a soutenu, mais c'est pas... Je n'ai pas partagé avec ma famille ce que j'ai vu, hein, donc j'ai plutôt essayé de la protéger. Mais je pense que mon épouse avait bien compris ce qui se passait, donc elle a été très soutenante, mes enfants aussi. Moi, je pense que j'ai effectivement beaucoup puisé dans ma passion pour mon travail, ma foi, le fait que je croyais à ce que je faisais, effectivement, et puis aussi dans le courage collectif. Parce que, bon, c'est moi qui apparaissais sur les écrans, mais je n'étais pas seul, j'avais une équipe de procureurs avec moi. Une équipe de jeunes magistrats vraiment exceptionnels. Et je pense qu'on s'est beaucoup aidés. C'est-à-dire vous parliez beaucoup On parlait entre vous échangiez, nous, vous souteniez, il y avait une solidarité de corps. Il y avait une force collective et une solidarité entre nous, ajoutée à la conscience, effectivement, que ces attentats, ils étaient hors normes et qu'on avait véritablement une mission particulière et des responsabilités à exercer. Et qu'on était obligé, cette mission, de l'accomplir. Mais on s'épanche entre magistrats dans ces moments-là. On se dit les choses avec émotion. Il y a beaucoup de complicité. On ne s'épanche pas. Hein, ce ne sont pas des analyses, hein, mais on s'observe beaucoup les uns les autres, on échange. Et puis, comme on vit ensemble, hein, il y a beaucoup de collégialité dans une équipe au parquet. Ça fait partie, effectivement, des facteurs qui sont très soutenants et qui peuvent vous permettre de supporter des épreuves que vous n'auriez peut-être pas imaginé supporter. Mathieu Delahousse, François Molins, on va évoquer avec vous et avec Fanny la passion irrépressible des Français pour la justice et pour les procès, les grands procès. Oui, ils sont chômeurs, retraités, tout simplement curieux. Pour eux, aller au tribunal, c'est comme aller au cinéma ou au théâtre. Qu'ils s'y rendent par intérêt pour le système judiciaire, besoin de stimulation intellectuelle pour, disent-ils, prendre le pouls de la société ou par simple plaisir. Certains de ces passionnés siègent plus que les juges. Ce sont les mots d'un avocat pénaliste de Seine-Saint-Denis au journal Le Monde. Il évoque en l'occurrence un gang même de retraités qui tiennent un classement des avocats et discutent des meilleures plaidoiries. À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis,
Seine-Saint-Denis toujours, le service d'animation senior propose même une sortie au tribunal tous les 2 mois. Et puis il y a aussi les passionnés mais actifs, ceux-là, comme Vincent, rencontré par nos confrères du Parisien. Vincent qui est prêt à traverser la France en quête de procès, d'assises à suivre, quitte à vivre et faire du télétravail, parfois jusqu'à tard après les audiences, dans un camping-car. Vincent était par exemple présent tous les jours au procès de Cédric Jubilard, condamné en octobre dernier pour le meurtre de son épouse Delphine. C'est Vincent son 6e grand procès. Mathieu Dallouz, comment on explique ce goût, cette passion des Français pour ce genre de grand procès que vous, par ailleurs, vous suivez aussi? Oui, alors dans un premier temps, on peut justifier effectivement le voyage individuel des citoyens au tribunal pour voir ce qui s'y passe. Moi, je leur recommande surtout de passer par les passeurs que nous sommes, à savoir les chroniqueurs judiciaires qui peuvent délivrer les récits. Mais blague à part, le choc de ce citoyen quand il rentre dans une cour d'assises, notamment, puisque c'est vrai que c'est cet endroit où ça bouillonne le plus, il est similaire à celui du journaliste qui débute. Moi, je l'ai vécu et je le vois aussi aujourd'hui avec des plus jeunes que moi. Et le fait est que c'est le choc des jurés, en réalité. C'est qu'on rentre avec nos a priori, avec peut-être un peu de réticence, avec une angoisse du temps qui sera long pour suivre tout ça, et on est automatiquement foudroyé par la gravité des faits, l'intérêt de la personnalité de l'auteur, et puis cette question obsédante, comment juger, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et cette cohabitation entre la sensation, qui est peut-être ce qui est recherché par ailleurs, la sensation, c'est-à-dire le fait de voir un couple qui se déchire dans le procès Jubilard, il n'y a pas grand-chose d'inédit sur les faits, ça devient quelque chose de très intéressant quand il y a un crime, mais la deuxième phase, effectivement, est plus intellectuelle, plus passionnante et plus citoyenne. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on condamne? Qu'est-ce qu'on a comme appréciation? Donc François Molins, c'est pas juste un truc morbide ou du voyeurisme, c'est plus profond que ça. Ça s'explique très bien, en fait. Je pense que dans tout homme, dans toute femme, il y a un sens de ce qui est juste. Et le sens de ce qui est juste, ça porte nécessairement une exigence de vérité. Donc déjà, c'est quelque chose de motivant. Le problème, c'est que la vérité judiciaire, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas la vérité scientifique. Le jugement qui est rendu, il va porter une présomption de vérité, mais c'est quoi le jugement rendu? C'est un choix qui va être fait, on va trancher un litige sur une accusation, c'est un choix qui va être fait à partir d'une audience et dans lequel on va valider ou invalider des argumentations. Donc moi, je pense que ça s'explique parce que finalement, ces grands procès, chacun y retrouve quelque chose. Et effectivement, j'allais dire, c'est presque à chacun sa vérité. Et vous avez l'intention de continuer à assister à des audiences ou pas? Non, je n'ai pas assisté à des audiences, mais par contre, effectivement, je vous confirme, dans tous les endroits où je suis passé, en cour d'assises et correctionnelle, il y avait toujours ces clubs de retraités qui connaissaient d'ailleurs particulièrement bien le fonctionnement de la justice et le degré de qualité des magistrats et des avocats. Oui, en fait, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire que les citoyens qui vont à ces procès se livrent à une sorte de pédagogie pour eux-mêmes. Par ce à quoi ils assistent. Il y a une pédagogie, mais il y a aussi une révélation très forte. Le procès, l'endroit du procès aujourd'hui, est l'un des meilleurs observatoires possibles de la société française. Et c'est pas un miroir déformant. C'est un miroir qui est... La vérité judiciaire est un miroir déformant, pour rebondir sur votre expression, parce qu'effectivement, la vérité judiciaire, elle ne peut pas tout prendre en compte. Il y a des périodes de prévention, il y a des périodes de prescription, mais... j'ai une consoeur qui a écrit un livre, Marion Dubreuil, sur le procès de Mazan, et elle raconte ça très très bien par rapport aux violences commises contre les femmes. Les violences sexuelles, sont-elles systémiques, ne sont-elles pas systémiques? C'est un autre débat, mais en tout cas, comment la justice comme institution a mis du temps à appréhender ces violences que les femmes subissaient et que la justice ne pouvait pas avoir tout en entier. Les procès du djihadisme, ça a été la même chose. Les faits de terrorisme, parfois, étaient extrêmement réduits, mais on voyait tout un ensemble d'une société qu'on ne pouvait voir que par là. Alors là, on va vous soumettre une archive qui va nous ramener à une société de 1954 et qui concerne un procès retentissant en France qui vous a marqué. On va en parler juste après avec vous, François Molins. Vous étiez un nourrisson, vous aviez 1 an, le procès Dominici, 1954 donc. Digne vient de voir son activité décuplée par l'ouverture du procès Dominici. Gaston, le patriarche de la Grande-Terre, y répond du crime de l'URSS. Mais Gaston Dominici est-il coupable? Parviendra-t-on à tirer de Clovis, l'un des fils, de nouvelles révélations? Roger Perrin sortira-t-il de ses contradictions? Gustave, Yvette, Marie Dominici, la sardine, finiront-ils de travestir la vérité? C'est au milieu de tous ces problèmes qu'a commencé le procès, suivi minute par une armée de journalistes. Autour de l'arme du crime
se joue la tête d'un vieillard qui étonne par sa présence d'esprit, sa résistance et sa verdeur, mais qui n'en est peut-être pas moins un assassin. Après 2 années de silence, va-t-on enfin voir luire la vérité? Condamné à mort en 54 et gracié par De Gaulle. Oui, oui. Ça vous a fasciné? Alors moi, Enfin, vous l'avez découvert évidemment beaucoup plus tard. J'ai pas suivi le procès à l'époque, mais on a tellement parlé depuis au cinéma, bien sûr. Avec l'affaire Dominici. Oui, l'affaire Dominici. On a encore parlé récemment à travers le livre de Jean-Louis Perriès, qui est sorti, qui présidait la cour d'assises des procès vendredi 13, et dont le père est le juge d'instruction qui a instruit l'affaire Dominici. Je pense que c'est très intéressant. On aurait pu prendre d'autres dossiers qui, en réalité, posent toujours des questions. Malgré les décisions rendues, c'est lui, c'est pas lui. Et ça renvoie, en réalité, effectivement, à ce que je disais tout à l'heure. Une audience, c'est une somme d'argumentaires. Il y a une accusation, il y a une défense. Et on s'aperçoit que les arguments, d'un côté ou de l'autre, ils vont imprimer, parce que l'accusation va accuser, la défense va essayer de mettre en œuvre les défaillances ou les pseudo-défaillances de l'enquête et de l'instruction. François Molins, là vous êtes trop rationnel, parce que ça renvoie aussi au mystère, au bien, au mal, aux pulsions de mort. Enfin, ça renvoie à des choses qui nous agitent tous. On gamberge et on imagine des tas de choses. Et vous, Mathieu Lemaus, qu'est-ce qui vous a marqué comme affaire judiciaire? Alors, qui était constructif pour vous? Beaucoup m'ont marqué, mais c'est souvent la première qu'on couvre de façon importante qui nous marque. Et la première très grosse affaire que j'avais couverte, c'était le procès de Guy Georges en mars 2001 devant la cour d'assises de Paris, assassin et tueur en série de 7 jeunes femmes dans des parkings, dans des appartements. Et c'est un procès où il y a tout, parce que c'est un procès où, au-delà de l'intensité du sang, de la mort, de la tristesse des victimes, de cet accusé que beaucoup trouvaient éminemment sympathique, qui a pris la perpétuité malgré tout, évidemment, mais qui, on intervenait à une période juste après la réforme qui permettait de faire appel. Il n'a pas fait appel. Et ces procès, il y a aussi des bassins de communication permanents avec tout, et notamment la loi. C'est le procès qui permet aux Français de comprendre pourquoi le fichier des empreintes génétiques était nécessaire en matière criminelle, alors que on arrive toujours avec des grands principes. Il faut les éprouver, il ne faut pas y renoncer. Mais ce procès-là, moi, m'a beaucoup marqué pour toutes ces raisons-là. Et le fait ensuite d'avoir visité une maison d'arrêt avec marqué Georges Guy sur l'une des portes m'avait beaucoup marqué aussi. Merci beaucoup, Mathieu Delahousse. Merci infiniment, François Molins, d'être venu parler de justice, de la magistrature et de ce qui vous anime tous les deux. Merci encore. Dans un instant, Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, on va les retrouver à propos des tendances de l'année 2025, l'histoire du protoxyde d'azote, gaz anesthésique et antalgique dont l'usage est détourné par des ados qui risquent leur vie, et le retour du pull zippé, c'est fondamental. Mais d'abord, le prince sans rire, le philosophe de comptoir de 28 minutes, Benoît Forgeard, cela tombe bien, fait un éloge de la poésie. Il sait que à chaque effondrement d'épreuves, le poète répond par une salve d'avenir. Le voilà. Bonsoir Elisabeth. Bien que chaotique, notre monde demeure une symphonie chaque jour renouvelée. Mais pour combien de temps ? Ai-je trop abusé dans l'enfance de sucreries inhibitrices de la pompe à neurones dont je paie maintenant le prix ? Possible. Néanmoins, en cette fin d'année brutale, je reste convaincu que notre monde est magique, irréductiblement beau, et que tant qu'il est encore possible de l'appréhender comme un poème, il ne faut pas y renoncer. Pas besoin de beaucoup, chacun selon son goût. Ici, ce sont les feuillages or, orange, acajou, les bogues tombés dans les flaques, l'automne quoi. Là, un lampadaire dans la nuit, une silhouette à la fenêtre, la miette transportée par la fourmi. Choses infimes qui pourtant, ce jour, en telle seconde, ont participé à l'univers. Un rien suffit à susciter l'émerveillement, pourvu qu'on pousse l'ordi sur le côté. Rien que le mystère que nous constituons les uns pour les autres, inconnus qui nous croisons dans la rue, est un sujet de fascination perpétuelle qui ne réclame aucun abonnement. Cette lutte pied à pied pour sauver le poème du monde, enfin ce qu'il en reste, est peut-être le combat fondamental de notre époque. C'est une guérilla que tout un chacun peut rejoindre, habitant des campagnes comme des villes, une contre-offensive à mener dans son foyer, dans sa tête, non pas pour s'inventer des licornes, mais au contraire pour désembrumer le réel, balayer les flux de signaux qui l'ont rendu méconnaissable. Nous sommes plus nombreux qu'on l'imagine. Alors, bien sûr, plaider que notre quotidien est une symphonie dont il
qu'il ne tiendrait qu'à nous de pousser le volume est un discours qui peut laisser perplexe. J'ai conscience que la poésie nourrit mal et qu'il est dur de chanter la beauté du monde quand on a le ventre vide. Je sais aussi que mes divagations rappelleront à certains les envolées lyriques de leur directeur, refusant de les augmenter au motif que la vie est belle et qu'ils ont de la chance de faire un métier qui a du sens. J'entends. Mais que valent le double vitrage, l'extracteur de jus et l'enceinte connectée quand on n'a plus la moindre étoile à se mettre dans la cornée? Il a tout dit. Merci Benoît Forgeard. Rebonsoir Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Alors les tendances de l'année 2025, c'est de plus en plus de municipalités. Xavier décide d'agir contre l'usage détourné du protoxyde d'azote, un gaz hilarant aux effets absolument dévastateurs. Il y a eu des jeunes qui sont morts du fait de l'inhalation de ce gaz. Et vous nous conduisez chez le dentiste. Oui, Elisabeth, le 10 décembre 1844, rendez-vous compte, le docteur Colton se trouve à Hartford, c'est dans le Vermont, aux États-Unis. Il est là pour présenter un cours de chimie. Bon, en réalité, le docteur Colton vit de représentations publiques et payantes, des spectacles en fait, mais sous couvert d'expériences scientifiques. Il épate les gens, alors il utilise plein de choses, dont le protoxyde d'azote. Donc c'est quoi ? C'est un gaz qui a été découvert 70 ans plus tôt, dans les années 1770, par un chimiste, un Anglais qui s'appelle Joseph Priestley. Très vite, les effets euphorisants du gaz ont été identifiés. On a imaginé une utilisation thérapeutique. C'est ce qu'a fait Humphrey Davy, lui aussi chimiste, lui aussi anglais. Ça n'a donné aucun résultat. On a laissé ça de côté. En revanche, d'autres ont compris l'intérêt de ce produit. Ce sont les fêtards, ce sont les poètes qui voient une distraction. C'est le gaz hilarant, le gaz de paradis. C'est le nom qu'on lui donnait alors. Eh bien, c'est cet usage-là qu'on va retrouver dans les foires pour les spectacles, comme le spectacle du docteur Colton à Hartford. Sauf que, en 1844, il y a dans le public un homme, il s'appelle Horace Wells, c'est le dentiste du coin. Il faut s'occuper dans le Vermont. Donc il est venu avec des petits potes et ça teste le gaz hilarant, ça rigole. Mais ça rigole. Et vas-y, prends-en, et vas-y, prends-en. Il y en a un, il s'effondre, ça rigole. On le relève, t'as eu mal, mais pas du tout. Sauf qu'il est couvert de sang. Et là, Horace Wells comprend ce qu'il va pouvoir faire de ce gaz, c'est arracher des dents. Bah oui, il est dentiste. Et donc, ça, dès le lendemain, il fait venir Colton chez lui avec son gaz. Il chope un type qui a mal aux dents, ça se trouve, tac, et un coup de gaz, ils arrachent la dent, aucune douleur. Exceptionnel. Donc tout ce petit monde se précipite à Boston pour présenter devant la faculté de médecine leur incroyable découverte. Ils chopent un autre gars qui lui aussi a mal aux dents, un coup de gaz, et là, catastrophe, une douleur, des cris. Il y a un problème de dosage. Vous l'avez bien compris, on est au tout début de l'utilisation du protoxyde d'azote comme produit anesthésiant. Mais c'est encore ici une vraie révolution, parce qu'il faut du temps d'ajustement. Mais on touche à un moment de l'histoire de la médecine qui nous conduit jusqu'à l'anesthésie, l'effacement de la douleur, et on sait combien c'est important. Alors, le protoxyde d'azote est peu à peu remplacé par d'autres produits, le chloroforme par exemple, mais il est toujours utilisé chez les dentistes au moment de retirer une dent cariée. Alors moins maintenant, mais enfin si, ça existe encore, c'est d'ailleurs toujours en vente. Mais surtout, on le voit bien, son usage récréatif se poursuit comme gaz hilarant. Et là aussi, il est peu à peu mis de côté, écarté, remplacé par d'autres drogues, tout simplement carie par ringard. Merci Xavier Mauduit. Chère Marie, aux États-Unis, les jeunes diplômés ne s'achètent plus de costard-cravate, mais des pulls à zip. Oui, exactement. On n'en a pas. Non, on n'en a pas, mais on va en voir à l'écran. Je vous ai trouvé le vêtement qui symbolise parfaitement notre monde du travail. Mais oui, c'est notre la braguette monde, en haut, vous savez, post-Covid. Pourquoi ? On est à moitié au bureau, on est à moitié à la maison. Alors, on n'a pas envie de mettre un costard-cravate dans son salon. On n'a pas envie d'être comme ça, là, sur Zoom, tout guindé. Donc, pour paraître chic et décontracté, mais pas trop quand même, c'est ce quarter zip. C'est son nom, qui fait une très belle entrée, très remarquée dans le dressing des entrepreneurs. Alors, zip, quarter zip, zip comme zip la fermeture. Oui. Et comme Talon Zipper, qui était la société américaine qui, dans les années 30, a inventé cet astucieux système qui, au début, sert surtout pour s'éventer quand on fait du sport. Voilà. Et puis, quarter, parce que, regardez, ça descend, ça fait un quart. Ça descend du menton à la poitrine, donc ça fait un quart du vêtement. Quarter, zip, souvent bleu marine, souvent côtelé. Ce quarter zip
fait un grand retour depuis quelques années, mais alors là, il vient carrément de passer au rang d'objet fétiche grâce à un gamin de New York qui en fait, vous allez le voir, des caisses et des caisses au millième degré pour proclamer et montrer à qui veut l'entendre son entrée dans le monde du travail. Qui c'est? I'm a quarter zip dude now. I'm elegant, I'm classy, for me, like, you could take me somewhere, I look presentable. So let's steer away from the Nike Tech, let's be different. Get you a quarter zip. Cette vidéo est très cool. Il est enregistré dans le Bronx. Il s'appelle Jason Giamfi. Il est tout juste diplômé de sa fac d'informatique et sa vidéo a connu un succès absolument phénoménal sur les réseaux sociaux. Dans les rues, maintenant, il paraît qu'on le hèle. Et on l'appelle Quarter Zip Man, c'est lui. Alors il en rajoute, du coup il a fait plein d'autres vidéos. Il a trouvé un job. Il rajoute des accessoires, il se balade notamment avec du café matcha, surtout pas du café, du matcha, vous savez, cette poudre de thé vert voilà, japonais très très à la mode, qui montre... C'est un symbole, ça montre qu'il a grandi, donc il boit plus de soda, mais il n'est pas encore au café, donc il en est à l'étape matcha. Il raconte que quand il veut draguer une fille, il ne lui demande plus, comme avant, son compte Instagram pour voir les jolies photos posées. Non, maintenant, il lui demande son compte LinkedIn pour parler business et affaires. Et puis, il lance enfin un anathème contre son moi d'avant. Il dit « Je mettais des survêtements, n'en mettez plus, grandissez les gars ». Voilà, c'est si drôle que des tas de gamins ont commencé à l'imiter. C'est vraiment la magie des réseaux sociaux. Dans à peu près tous les centres commerciaux de tout le pays, de tous les États-Unis, vous avez des rassemblements de dizaines de clones qui sont tous en quarter zip bleu marine, avec tous du matcha à la main. Et voilà, ils se retrouvent et ils sont contents. Et il y a même une méga pop star du rap autotuné qui s'appelle T-Pain, qui s'est fendu lui aussi d'une photo de soutien vue par des millions de gens, soutien au mouvement Quarter Zip, qui est légendé, plan d'épargne retraite, école zippée. Voilà, c'était l'histoire d'une bonne blague qui raconte, n'empêche, un vrai rêve de tous ces gens, c'est celui de la réussite sociale. Absolument. Zépette. Merci à tous, merci de votre fidélité. On se quitte avec une femme, Chrissy Hynde, des Pretenders, qui chante la frontière si ténue entre l'amour et son contraire. À demain 20h05, tchuss.